Raconter l'histoire de l'humanité dans une courte présentation n'est pas une mince affaire. Jean-François Moreau, anthropologue et directeur du laboratoire d'archéologie de l'UQAC, a tenté de relever ce défi lors d'une journée dédiée à Darwin. Voici les moments clés de sa présentation. Que nous a légué Darwin dans cette origine des espèces? Fondamentalement, je vous dirais, un programme de recherche. Quand je dis un programme de recherche que les paléontologues, que les généticiens, que les biologistes ont, depuis 1850-1860, utilisé, peaufiné, etc. L'idée fondamentale de Darwin, elle est illustrée dans cette illustration de l'époque. Donc, une évolution graduelle depuis le plus simple jusqu'au plus complexe des animaux. Et c'est l'idée fondamentale, c'est l'arbre de vie tel que vous retrouvez dans certains des dessins que Darwin nous a légués. Ayant donc réfléchi de façon générale sur l'origine des espèces, il a aussi réfléchi sur l'origine de l'homme. Alors, effectivement, il faut bien se rendre compte que dès que Darwin a commencé à toucher à cette question de l'origine de l'homme, très rapidement, beaucoup d'ironie a émergé de tout type. Et effectivement, j'ai repris la parole qui se retrouve au bas de cette caricature du 19e siècle. Monsieur Berg à la rescousse du gorille offensé. Cet homme me revendique dans son pédigree, il dit qu'il est un de mes descendants. Monsieur Berg, allons, Monsieur Darwin, comment pouvez-vous l'insulter pareillement? D'accord? Alors, je pense que ça vous donne une image de l'époque et effectivement tout ce que cela a suscité dans cette Angleterre victorienne. Ce que je veux vous présenter, c'est donc les points cruciaux, ce qui me semble les points cruciaux de l'évolution de l'humanité. Grosso modo, ces hominidés émergent il y a à peu près 7 millions d'années. Et je vous dirais que le modèle que l'on peut en retenir, c'est celui qui a été appelé par un savant anglais, le gros Clark, la divergence initiale. Qu'est-ce que c'est, tout simplement? Et cette idée-là se retrouve déjà dans Darwin. Vous avez un ancêtre commun, duquel ancêtre commun descendent la branche des grands singes actuels et des hominidés. Vous remarquerez que ce modèle nous explique clairement que par rapport à l'ancêtre commun, il y a une nouveauté en termes de caractère beaucoup moins grande chez les grands singes que chez l'être humain. Pensez à notre gros cerveau, par exemple, cela fait partie de nos caractéristiques particulières. J'aimerais aussi tout de suite souligner que ces formes de grands singes que nous connaissons actuellement, ce sont des formes qui clairement possèdent ce qu'on pourrait appeler une espèce de protoculture, c'est-à-dire qu'ils sont capables de pouvoir utiliser des outils peu transformés pour pouvoir rentrer en lien, pour pouvoir exploiter, pour pouvoir utiliser leur environnement. Cette pièce-ci et deux autres dont je vous parlerai plus loin, ce sont des pièces qui ont été découvertes il y a moins de 10 ans, d'accord? Donc, c'est encore un ensemble de faits qui sont en train d'émerger et de préciser les choses. Donc, vous avez ici la forme qu'on a appelée toumaï, peu importe le terme, et qui nous indique clairement une forme qui est très proche de l'ancêtre commun aux pongidés et aux hominidés. Par ailleurs, je vous dirais que jusqu'entre 7 millions et 1 million, vous avez un ensemble de formes que nous appelons les australopithèques. Le terme a assez peu d'importance. Ce qu'il faut retenir des australopithèques, c'est une première chose, un crâne qui, je suis sûr, vous rappelle celui d'un chimpanzé, donc petite capacité crânienne et un massif facial fortement avancé. Par contre, la découverte qui a été faite aux environs de 3 millions, 3 millions 5 au site de l'Étolie nous montre très clairement par des traces de pas qui ont été laissées imprimées dans la cendre volcanique que déjà autour de 3 millions, 3 millions 5, l'être humain se tenait debout, marchait de façon verticale. Et ça, c'est une acquisition absolument importante. Pourquoi une acquisition importante? Tout simplement parce que c'est celle qui va permettre de pouvoir libérer les mains pour pouvoir effectivement faire des outils. Autour de 2 à 3 millions d'années, vous avez une profusion de formes, les australopithèques, Homo habilis, Ergaster, Erectus, peu importe les termes. Simplement notez qu'à cette profusion biologique, à cette variété biologique, correspond aussi l'émergence des tout premiers outils.
les tout premiers outils en pierre. Alors donc, on prend un morceau de pierre, on enlève 2 ou 3 fragments, et entre autres, ce sont de très bons outils pour casser des os, pour aller en extirper la moelle. Alors donc, ça vous donne immédiatement une image d'entrer en contact ou d'exploiter son environnement de façon différente. Dans le cas du monde humain, très clairement des caractères biologiques généraux, notre main qui peut à peu près faire n'importe quoi, fabrique des outils pour ensuite exploiter l'environnement. Alors donc, c'est une nouvelle relation qui est mise en place, une relation qui n'existe à peu près pas ailleurs dans le monde vivant, sauf de façon très marginale, comme par exemple la protoculture telle qu'on la trouve chez les pongidés. Étape suivante, si on veut, entre 2 millions, à partir de 2 millions à peu près, c'est l'étape que l'on peut appeler Homo erectus. Cet Homo erectus, la principale caractéristique que l'on peut mettre de l'avant pour le distinguer, c'est l'extension ailleurs que dans les zones chaudes. Les plus anciens des hominidés se retrouvent uniquement en Afrique, essentiellement, alors qu'avec une forme comme d'amnésie, ici en Géorgie, autour d'environ 1,8-1,9 millions d'années, les êtres humains ont commencé à migrer dans des zones plus froides, tempérées, plus froides. Ce qui est intéressant, c'est de noter 2 aspects, ou 3 aspects devrais-je dire. D'abord, le grossissement de la tête, on est à 1000 cm3 par rapport aux 600 d'Australopithèque, par rapport aux 1400 cm3 qui nous caractérisent, nous. Et vous voyez déjà que le type d'outil caractéristique de l'époque d'Homo erectus est déjà beaucoup plus sophistiqué que ce n'était le cas pour l'Australopithèque. 2 choses que l'on peut souligner pour Homo erectus, des premières habitations, des premiers aménagements qui, dans certains cas, sont clairement des habitations comme celle-ci, et cela à partir d'1 million d'années. Autre point crucial, c'est l'utilisation du feu. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette utilisation du feu commence probablement il y a un demi-million d'années, mais on parle bien d'une utilisation du feu et non pas de la domestication du feu. Cette domestication est plus récente, d'accord? Utilisation du feu naturel, foudre, etc. Et pensez que le feu vous permet d'obtenir de la chaleur pour vous protéger du froid, vous permet de l'utiliser comme outil pour pouvoir faire de la chasse. Vous mettez le feu, par exemple, dans une prairie quelconque. Le feu utilisé pour la subsistance, ce qui entraîne des transformations majeures dans les sucs gastriques, etc. Et finalement, l'aspect de socialisation. Alors, pour tous ceux qui vivent particulièrement autour du lac Saint-Jean, je n'ai pas besoin de vous dire qu'en été, lorsque vous êtes en train de faire un petit feu sur la grève, il est très clair que vous allez voir tous vos voisins se rappliquer, tout simplement parce que c'est un lieu de socialisation. Nous continuons à progresser à travers le temps à partir de 500 000 avant Jésus-Christ, bien sûr. Et à cette période-là, vous avez des premières formes assez mal connues qu'on appelle pré-sapiens et qu'on retrouve à peu près à travers le monde, mais en particulier en Europe. Mais plus singulièrement, ce sont les ancêtres de 2 formes. Une première forme, l'homme de Néandertal, qui a 1400 cm3, mais dont le crâne est beaucoup plus allongé que le nôtre et beaucoup plus aplati. Une autre forme qui s'appelle Homo sapiens sapiens. Soit dit en passant, les Néandertaliens, vous remarquerez qu'effectivement, il y a une flèche qui marque la fin des Néandertaliens autour de 28 000 ans. Ils ont littéralement disparu. D'accord? Homo sapiens sapiens, ce qui est intéressant à souligner, c'est que jusqu'à tout récemment, je vous dirais il y a 10-15 ans, Homo sapiens sapiens était considéré comme une forme qui aurait émergé peut-être assez récemment. Puis il y a eu la théorie de l'Ève africaine qui prétend que Homo sapiens sapiens vient d'Afrique. Et vous avez ici les premières preuves paléontologiques de cette origine africaine de Homo sapiens sapiens avec un crâne autour de 150 000, 160 000 en Éthiopie. Autour de 400 à 500 000 ans, ce que l'on voit apparaître, c'est une technique de taille de la pierre qui n'est plus une technique pour pouvoir fabriquer un outil à partir du centre de la pierre et donc utiliser seulement le centre de la pierre comme le biface ou bien le chopper de l'Australopithèque, mais on fabrique une série de petits éclats, de petites lames, et ces éclats et ces lames sont ensuite retouchés. Et alors, ce qui est très intéressant avec l'homme de Néandertal d'une part et plus tard avec l'homme du Paléolithique supérieur, c'est que dans les 2 cas, ces hominidés se sont fabriqués un coffre à outils. Alors, si vous allez au garage, vous avez votre garagiste qui va avoir un coffre à outils avec des marteaux, des pinces, des tournevis, etc. Mais non seulement a-t-il
des tournevis, mais vous avez une série de tournevis à étoiles, etc. Se souvenir, je vous l'ai déjà souligné tantôt, que donc il y a des sépultures qui probablement émergent à partir au moins de 100-150 000 ans comme telles. Ensuite, il y a toute la question de l'émergence de l'art, un art que l'on pense émerger facilement à partir de 50-75 000 ans aujourd'hui. Vous avez quelques exemples ici de reproduction d'art pariétal tels qu'on les retrouve en France. En somme, si on essaie de faire un résumé jusqu'à présent, et je m'excuse, ça a été extrêmement rapide, vous le comprendrez, premier point, c'est celui de l'évolution du cerveau, et je ne peux que vous engager à lire ce bouquin de Stephen Mitton, The Prehistory of the Mind, où effectivement, Mitton nous montre, à partir des théories sur le cerveau, mises de l'avant par les psychologues sur le cerveau, que chez le chimpanzé, vous avez un cerveau qui a tendance à avoir des pièces relativement séparées d'une intelligence générale, d'une intelligence sociale et d'une intelligence qui concerne tout particulièrement la compréhension du monde naturel. Déjà, lorsque vous arrivez avec l'homme de Néandertal, clairement s'ajoute le langage et l'intelligence sociale, ensuite il y a l'intelligence naturelle et puis l'intelligence technique, mais l'intelligence générale n'a pas tendance encore à combiner de façon fine tous ces cerveaux-là, et chez nous, effectivement, tous ces types de cerveaux, si vous voulez, sont combinés les uns avec les autres. Par ailleurs, on peut aussi mesurer l'évolution en termes d'évolution technique. Alors, vous avez ici un graphique où vous avez donc pour Australopithèque, Homo erectus, l'homme de Néandertal et l'homme du Paléolithique supérieur, les différents types d'outils disponibles. Donc, on voit qu'il y a un beaucoup plus grand nombre d'outils disponibles au Paléolithique supérieur que chez l'Australopithèque, et ainsi de suite de façon ascendante. Aussi, une autre manière d'apprécier l'évolution technique des outils en pierre, c'est d'observer que pour les bifaces les plus anciens, vous avez une seule grande étape de taille avec une série d'éclats, alors que pour fabriquer un couteau de l'homme de Cro-Magnon, vous avez une série d'étapes avec une série d'éclats qui ont été détachés. Autre manière de représenter cette évolution technique, lorsque vous regardez un outil de l'Australopithèque Homo habilis, le tranchant total que l'on obtient pour un certain poids de matière première, ici par exemple une livre de silex, c'est 8 cm. Pour l'Homo erectus, 30 cm de tranchant. Pour l'homme de Néandertal, 75 cm. Et pour l'homme du Paléolithique supérieur, 900 cm. Ensuite, simplement vous soulignez, et c'est absolument crucial, que jusqu'aux environs de 10 000 avant Jésus-Christ, le seul mode d'adaptation que toutes ces populations ont connu, Australopithèque, Homo erectus, l'homme de Néandertal, Homo sapiens sapiens, le seul mode était un mode d'exploitation des ressources spontanément disponibles. Chasse, pêche, collecte, cueillette. D'accord? C'est la seule chose. À partir de 10 000 avant Jésus-Christ, vous avez l'émergence de l'agriculture et de la domestication. J'insiste sur le fait que l'agriculture et la domestication représentent un autre pas de l'humanité sur sa capacité à dominer l'environnement, puisque c'est la première fois où on oriente la transformation et des plantes et des animaux. Pensez simplement au maïs. Lorsque nous trouvons à la fois béni et non de devoir arracher péniblement les feuilles du maïs actuellement, mais ce qui est intéressant, c'est que parce que ces feuilles sont bien collées contre le maïs, on est sûr qu'on ne perdra pas de graines. Alors que la plante sauvage dont provient le maïs, c'est une plante où il n'y avait pas du tout de feuilles qui en serraient les graines, et donc les graines pouvaient tomber d'elles-mêmes sur le sol. Donc vous avez un exemple, effectivement, d'orientation de la sélection par l'être humain pour des raisons uniquement de productivité. Et bien sûr, vous avez les civilisations, ces civilisations qui émergent autour de 3000 avant Jésus-Christ. Pensez à l'Égypte ancienne, pensez à Sumer. Et peut-être le point crucial qu'il faut souligner avec les civilisations, c'est la mise en forme de l'écriture. Ces mises en forme de l'écriture qui, je vous le rappelle, nous permettent de contrôler de façon autre que la façon orale, l'aspect de la numération, donc dénombrer des objets. Les mathématiques, l'astronomie, structure politique et croyances religieuses, ce sont toutes des formes de connaissances qui ont utilisé l'écriture au tout début. Dernière diapositive, j'espère que je n'ai pas pris trop de temps, Robert. Une suggestion de lecture, la recherche a publié un dossier en novembre 2008 sur Darwin. Je ne peux que vous le conseiller et en cette journée d'anniversaire, je dirais à Darwin, bonne évolution. Merci beaucoup.
Applaudissements